Deuxième question, disent le maître d'ouvrage décide de construire un pont à la place du radis au droit du PK 45 plus 500. Quelle est la différence entre un radis et un pont? Quels sont les impacts positifs apportés par la substitution du radis par un pont? Donc la différence entre un radis et un pont, il y a plusieurs différences. On va récapituler dans le tableau suivant. On doit tracer un tableau comme cela. Ici, élément. Donc, de préférence de tracer des tableaux. Les tableaux, ils facilitent toujours les choses. Ici, on a un radis. Ici, on a un pont. Donc, ici, on écrit les éléments. Par exemple, l'écoulement des eaux. Ici, pour la circulation. La différence en termes de circulation. C'est juste des éléments que j'ai trouvé donc pour faire la différence entre. Donc il y a plusieurs manières de faire de répondre. Donc vous selon la méthode que vous préférez, donc vous répondez à la question. La plus importante, c'est que vous apportez les éléments nécessaires pour la réponse aux questions. On peut la conception ici. Et pour les coûts. Donc ici pour les écoulements d'eau, donc pour les radis, l'eau peut déborder au-dessus du radis. Donc au moment des crues, l'eau peut déborder et passer au-dessus du radis. Par contre, le pont ne peut être débordé par les écoulements. Donc les écoulements passent généralement sous le pont. Donc pour la circulation, ici pour les radis, il peut être coupé au moment des crues. Pour les ponts, cette chose n'est plus acceptée. Donc, la circulation elle doit être maintenue toute la durée de l'exploitation du pont. Pour la conception du radis, le niveau coïncide avec la ligne rouge du projet. Donc, généralement, même niveau avec la ligne rouge du projet. Par contre, pour les ponts, le fil d'eau est au-dessus et tout dessous, de la ligne rouge. Donc la ligne rouge est au-dessus et le fil d'eau est en bas. Les radis sont conçus généralement pour les routes moins importantes ayant un trafic faible. Donc généralement dans le race campagne, des routes montagneuses, on utilise beaucoup ces radis. Pour les ponts, ils sont conçus généralement pour les routes ayant un trafic élevé. Donc, les routes qui sont plus importantes, les nationales, les régionales ayant un trafic plus élevé. Donc, la portée de l'ouvrage, généralement non. Donc, pour les radis, généralement, la portée sera longue, supérieure à 20. 50 mètres, 100 mètres, donc la portée est généralement longue. La portée des ponts peut être longue et peut être réduite, mais la différence ici c'est les pentes et l'allure de l'oued. Donc l'allure dit Shaba dans les radis, il est évasé.
Donc t'es allongé. Elle est allongée. Par contre, dans les ponts, la pente elle est très serrée. Donc il y a une allure, c'est-à-dire la coupe transversale de l'oued, elle présente des pentes qui sont serrées. Par contre, dans le radier, on trouve des pentes qui sont faibles. Donc c'est ça, généralement, sans oublier le cou aussi. Question de cou, les radiers, le cou présente des coups très faibles. Par contre, les ponts, ils présentent des coups qui sont élevés. Donc c'est ça la différence entre le radier et le pont. Toujours dans cette question, la deuxième partie de la 7e question, ils disent quels sont les impacts positifs apportés par la substitution du radis par un pont. Donc il y a plusieurs aspects positifs. On peut mentionner le maintien de la circulation, même en cas de forte crue. Donc même s'il y a des crues qui sont importantes, donc il passe au-dessous du pont, donc la circulation est maintenue. Il y a l'amélioration des caractéristiques du profil en long en raccordement rentrant. Donc on sait que en raccordement rentrant, ça c'est le profil en long. Donc on utilise des ponts. Donc on a une surélévation de la ligne rouge. Par contre, les radis, si on a une ligne rouge comme ça, donc le radis se trouve ici. Donc on a surélevé la ligne rouge, puis on a amélioré la caractéristique de la profil en long, et on a adoucir les pentes et les rampes. Donc il est très facile pour les camions et les poids lourds de circuler dans cette zone de la route. La dernière ou un autre aspect positif, c'est que le pont il est meilleur que le radis vis-à-vis de la protection des usagers de la route. Donc au moment des crues, le radis, les crues passent, donc on trouve généralement dans les radis, on trouve des plots comme ça. Donc désolé pour les dessins, je suis un mauvais dessinateur. Donc ici on trouve des plots. Donc lorsqu'il y a des crues, la circulation est coupée. Donc on ne peut pas passer jusqu'à ce que le niveau des crues passe en dessous de ces plots. Lorsqu'il y a le niveau ici de crue, on ne peut pas passer. Donc il y a toujours cet risque lorsque un véhicule passe dans ce radis et lorsque la crue a soudainement arrivé, donc il y risque d'emporter les véhicules qui se trouvent au milieu de ce radis. Par contre, dans les ponts, il n'y a pas ce risque. Face à la 8e question. L'étude du pont préconise des fondations superficielles. Toutefois, lors du démarrage des travaux, le laboratoire a identifié un mauvais sol au niveau de la fondation d'une pile sur une profondeur non négligeable. Quel type de fondation est nécessaire dans ce cas? Donc, dans ce cas, la fondation nécessaire, c'est la fondation profonde, parce que le sol est mauvais. On utilise des fondations superficielles lorsque on a un bon sol et par exemple un matériau ou des roches
des substratants. C'est la roche dure, substratum. On utilise ce mot, substratum. Donc, dans ce cas, on utilise des fondations profondes par pieux ou par des barrettes ou autres fondations profondes. La deuxième partie de la question dit que quelle est l'incidence de cette nouvelle donnée de fondation sur le marché de travaux. Donc la première incidence, c'est l'arrêt des travaux. Le délai d'achèvement des travaux va être prolongé parce qu'on a trouvé un problème de fondation. Donc c'est important de prendre les décisions avant de continuer les travaux. Le deuxième problème, c'est l'augmentation de la masse des travaux. Donc notamment dans les prix relatifs au béton, au terrassement de fonds de fuite, etc. Donc il faut ajouter parfois d'autres prix qui ne sont pas prévus dans le marché initial. Donc dans ce cas, on a besoin des avenants ou des engagements complémentaires pour récupérer les autres prix qui ne sont pas prévus dans ce projet. La troisième chose, c'est le risque de demande d'indemnité par l'entrepreneur suite à l'augmentation de ces prix par rapport à l'estimation initiale. Donc, comme vous savez, donc dans le CCAGT, le cahier des clauses administratives générales des travaux, il prévoit des indemnités, donc c'est son droit pour l'entrepreneur si les quantités dépassent un certain limite, donc un certain pourcentage de la quantité initiale. Pourquoi ça? Parce que dans certains cas, l'entreprise, dans l'estimation de certains prix, il se base sur la quantité. Donc s'il y a par exemple 100 mètres cubes de béton, elle va proposer un prix de 1000 dirhams par exemple. Mais c'est une quantité réduite. Il peut que l'entreprise, à travers ce prix, est défaillante, mais elle va récupérer dans d'autres prix. Si l'administration a augmenté ce prix, la quantité de ce prix, par exemple, au lieu de 100 mètres cubes, on a 1000 mètres cubes par exemple. Donc il y a une augmentation qui est très 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 élevée. Donc il va impacter les décisions prises par l'entrepreneur. Donc il va être très défaillant. Donc c'est ça. Il peut demander une indemnité pour récupérer son défaillance. La 9e question, une partie de la route se développe en profil mixte et connaît au niveau de certaines sections localisées les problèmes suivants. Donc on a 3 problèmes ici. Donc citer les dispositions constructives à envisager pour le traitement de l'environnement de cette route en vue de pallier aux problèmes relevés. Donc comme d'habitude on va tracer un tableau. Neuvième question, on va tracer un tableau. Si on va poser un problème, ici les dispositions. À envisager. Donc on a le premier, c'est le drainage. Le drainage des eaux. Le deuxième problème, c'est au niveau des remblais. Donc on a un ravinement. Et le troisième, c'est le débit. C'est au niveau des débits. On a
des éboulements. Donc le premier problème, c'est le problème de drainage des eaux internes de la chaussée. Donc en solution à ce problème, on doit exécuter ou réaliser des tranchées drainantes. Soit longitudinales, soit transversales. Une autre proposition, c'est la réalisation des drains, comme par exemple des drains en arrêt de poisson, des drains. Donc, l'objectif, c'est récapituler toutes les eaux internes vers un exutoire, donc vers un emplacement pour éloigner ces eaux de la chaussée, pour ne pas que la chaussée doit être impactée par ces eaux, parce que l'eau, c'est l'ennemi de la route. Donc, drain en arrêt de poisson. Donc, ces drains sont comme ça. Donc, cette nomination, c'est parce qu'il y a cette figure. Donc ces drains permettent de drainer les eaux à travers on peut mettre des tranchées drainantes longitudinales pour évacuer l'eau vers l'exutoire. Ou aussi on peut faire des couches drainantes. Donc pour la gêne, c'est une couche drainante. On peut l'utiliser dans ce cas. Donc le deuxième problème, côté remblai. Donc on continue pour le problème du remblai, problème du ravinement. Donc on peut utiliser comme solution les accotements bétonnés. Donc la construction des accotements bétonnés, ils peuvent servir dans ce cas, mais avec des bourrelets. Donc des bourrelets sont comme ça. Donc, des bourrelets avec des descentes d'eau. Donc c'est ça, donc l'accotement, la chaussée. Donc avec des descentes d'eau. Donc le rôle de ces bourrelets est de limiter les zones où l'eau s'évacue. Si on voit le tracé en plan, c'est comme ça. Donc on a ici le bourrelet avec les descentes d'eau. Avec une distance déterminée entre 50 mètres ou 20 mètres. Ça dépend du quantité d'eau à évacuer. Donc, l'eau, avec les bourrelets, il ne va pas s'évacuer dans n'importe quel endroit. Donc, il va aller jusqu'à qu'il trouve ces descentes d'eau et il s'évacue pour laisser ces remblais en bon état et ne pas être raviné. C'est ça l'objectif de ces solutions. Donc, où on peut faire des murs de soutènement simplement ici. Dans les pieds de remblai pour les protéger
ou aussi des gabions. On peut mettre des gabions pour protéger ce remblai. Ou aussi on peut faire des plantations des arbres ou d'autres plantes pour que les racines des arbres récapitulent ces matériaux remblais. Troisièmement, pour les débris. Donc, on a les éboulements. Donc, il faut faire des fossés bétonnés. Donc, des fossés bétonnés c'est surtout pour les zones qui ont des fortes pentes, pour ne pas emporter et raviner le corps de chaussée. Ou des icebergs. Par exemple, on fait des icebergs. Comme ça. Les icebergs comme l'escalier avec des fossés. Ils s'appellent les fossés de crête. Avec des fossés, avec des descentes d'eau aussi. On peut mettre des descentes d'eau pour faciliter l'écoulement des eaux. Donc la stabilisation des talus, on peut faire des murs de soutènement. Ici par exemple, pour ne pas laisser les éboulements des talus sur la chaussée. Donc, soit on peut faire des bétons projetés dans mon projet de béton. Donc, si vous voyez dans les autoroutes, on a cette conception-là pour stabiliser les talus de débris. Ou on peut tout simplement faire un terrassement d'une bande excédentaire pour laisser les éboulements laisser en place pour les éléments qui ont ébloui. Donc pour les éboulis, ça s'appelle les éboulis. Donc comme ça, si on a l'ancien talus, c'est celle-là, donc on va laisser cette zone pour le dépôt et non pas pour ne pas remplir les fossés et puis emprunter et puis présenter des dégradations pour notre route. Donc je crois que c'est tout pour cette partie. Donc on va passer à la deuxième partie.